Allez, on y va, let's go. Comment que c'est la série dédiée au mouvement sportif du département du 57, la Moselle. À travers cet échange, vous allez découvrir une personnalité qui vous révélera comment le sport est un élément moteur au quotidien. Comment que c'est brut et c'est sans filtre et c'est avec Mickaël Jérémiaz, ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil et rien que ça, 4 fois médaillé aux Jeux paralympiques. Comment que c'est, Mickaël? Ça va bien? En tout cas, moi je suis très honoré de ta présence aujourd'hui. Le but c'est de retracer ton parcours qui est hyper riche et qui est inspirationnel même, j'ai envie de dire. Tu as commencé le tennis à l'âge de 6 ans. C'est vrai que parfois je me dis mais le tennis c'était vraiment fait pour toi. Comment tu commences le tennis à 6 ans? Ouais, même 5 ans, je pense, les premières balles que j'ai tapées. Mes parents jouaient au tennis, mon grand frère jouait au tennis. Après moi, mon petit frère joue au tennis. C'était un de nos sports préférés. Et donc, ils nous le transmettent. Et puis, tu commences à jouer. J'ai découvert ça dans le sud de la France, donc du mini-tennis. Et puis, tu te débrouilles bien. Donc, quand tu es gamin et qu'on te propose un sport dans lequel tu t'épanouis, tu continues. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant des années, des années. Et je me démerdais pas mal. J'ai été champion de Paris de mini-tennis. Je faisais partie jusqu'à l'âge de 10-11 ans des 10 premiers Français. Et c'est après, à l'adolescence, où là, les vrais très bons, eux, continuent à progresser. Puis comme ça, et puis toi, tu progresses doucement. Mais ouais, ça a toujours été un de mes sports préférés. Et tu avais une volonté, justement, quand tu étais jeune, à vouloir en faire ton métier ou en vouloir en faire justement une carrière professionnelle? Tous les gamins rêvent d'être champions. Donc moi, j'avais des posters d'Agassi dans ma chambre, notamment, qui était vraiment mon joueur préféré. J'ai le même cuissard, tu sais, à l'époque, il avait les cuissards roses, là. Moi, je me suis percé les oreilles à l'époque. Alors lui, il avait des vrais diamants, moi, j'avais des faux. J'avais le crâne rasé, la barbe. Et je l'ai rencontré, d'ailleurs. J'étais super content de le rencontrer. Mais non, moi, je ne rêvais pas une carrière professionnelle parce que très rapidement, tu sais qu'en fait, tu ne seras pas champion. Quand tu as 10 ans, 11 ans, tu n'es pas dans les meilleurs d'Europe, c'est déjà foutu dans le sport de haut niveau. Mais j'adorais la compète et j'en faisais 4-5 fois par semaine. Ah oui, quand même, Ouais. 4-5 fois par semaine. Ouais, assez rapidement, c'était mon sport. Et tu as été classé? T'as été classé quand Ouais, tu j'étais étais jeune? classé seconde série, j'étais 5-6, je perfais à 3-6. À 18 ans, je m'étais dit après le bac, après ma première année de fac, que j'allais prendre une année un peu sabbatique pour vraiment faire de la compète à fond, pour voir quel niveau maximum je peux atteindre. Je serais peut-être monté, c'est pas un 6-0 dans ces eaux-là, mais donc un bon niveau de tennis, mais j'aurais jamais été champion. Ok, d'accord. Ah bah ça, je ne savais pas. C'était vraiment une carrière riche quand on était adolescent. Et puis j'ai envie de te parler un petit peu très rapidement justement de ce 7 février 2000 Ouais. où justement, bon, quand tu étais jeune, apparemment tu étais quelqu'un qui reculait devant rien, tu étais très fonceur et justement tu as un accident, chute à ski. Comment toi justement, j'ai regardé un peu, j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder sur toi, comment on peut se reconstruire justement à travers justement un accident comme ça qui nous coupe justement dans notre élan? Moi j'ai 18 ans, comme tu le dis, moi je suis un casse-cou, un peu tête brûlée, et à distance t'es invincible, je viens d'avoir le bac, je suis à la fac, tout va bien. Et c'est un concours à ski, un concours de saut à ski. Alors je gagne le concours, hein, le but c'était d'aller le plus haut possible, je suis monté Ouais. à 10 mètres, on n'a pas parlé de la réception. Et à ce moment-là je me casse les deux jambes et la colonne vertébrale, donc j'ai 18 ans, je deviens paraplégique. Et en fait tout le monde s'écroule, donc c'est très très dur, les premières semaines, les premiers mois. Mais en même temps, il y a une espèce de machine à laver, de rouleau compresseur qui fait que la vie continue. Il faut se reconstruire. Donc beaucoup de rééducation, beaucoup de sport. Le sport, c'est avant tout un outil d'autonomie quand on est accidenté, quand on est handicapé. Et donc moi, je me nourris de ça et j'ai la chance d'être très bien entouré. Quand on a un accident de la vie, on se reconstruit d'autant mieux quand on est bien entouré. Par moi, mes parents, mes frères, des amis, des gens vraiment capables de me booster quand il fallait me booster, d'être une épaule compatissante et accueillante quand je pleurais, quand ça n'allait pas. Et le sport, la famille, l'humour. Le second degré, c'est un outil formidable pour accepter l'inacceptable. Et donc voilà, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait étalé sur quelques années. Et puis j'ai compris en fait que le bonheur ne dépendait pas de ma capacité à mettre un pied devant l'autre, sinon beaucoup de gens seraient malheureux. Et que le bonheur, c'était bien plus compliqué que ça. Et justement, ce côté décalé ou dans ta chambre justement d'hôpital, tu imites Marlon Brando, Ah oui, alors c'est pas dans le hôpital, c'est en soins intensifs. en soins intensifs. C'est 2 jours après mon accident, je suis en soins intensifs. Comment tu vas chercher Mais ça, j'en sais rien, je m'en souviens même pas. C'est mes frères qui me racontent ça, mes parents. Je suis sous haute dose de morphine, donc la morphine peut-être a fait son effet. Et en fait, déjà à ce moment-là, je voulais rassurer mes proches, leur faire comprendre que ça irait bien. Et je me lance dans une impro d'imiter le parrain, donc Marlon Brando dans le parrain. Et c'était comme ça, sous haute
haute dose de morphine sous perf et je fais viens voir ici. J'appelle mon grand frère, mon petit frère, mon pote Stan. Je fais tu vas aller détruire le snowpark de la station. Tu vas aller tuer le directeur. Et je pars dans un espèce de délire mafieux. Et en fait, il se marre à ce moment-là. Et c'est un des points de départ de la reconstruction. C'est le fait qu'on puisse se marrer dans un moment tragique. Et en fait, encore aujourd'hui, je pense que si tout le monde l'a finalement, sur la durée et sur le long terme, plutôt bien accepté et bien avancé, c'est que assez rapidement, j'ai essayé de me projeter et de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais c'est une conjoncture de plein d'éléments qui a fait ça. C'est pas moi qui ai décidé un matin, bon allez, ça va aller, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué et j'apprécie vraiment ton témoignage parce qu'à un moment donné, tu parles justement de ta famille, de tes proches, de tes frères, de tes parents qui sont déboussolés par rapport à ton accident. Et moi, j'ai trouvé ce témoignage très fort parce que souvent, nous, une personne valide n'a aucune connaissance des symptômes, de comment on peut ressentir, enfin, n'a aucune connaissance du monde, l'handicap, comment on doit l'appréhender. Et le fait que tu témoignes du fait que ta famille était dans la même position, c'est comme si ça soulage et de se dire que nous aussi, on peut apprendre au fur et à mesure en regardant la télé, en regardant beaucoup d'émissions à ton sujet. Et comment toi, tu le traduis le fait qu'on est peu informé justement sur le monde du handicap? On est peu informé parce qu'on est une minorité invisible. Déjà, 80% des personnes handicapées ont un handicap invisible. Donc, tu as des maladies invalidantes, des surdités, des maladies chroniques, des maladies psychiques, mentales. Et les 20% restants, ils sont entravés. C'est-à-dire que la société n'est pas accessible. Donc moi, en fauteuil roulant, il y a plein d'endroits où je ne peux pas me déplacer. Donc c'est pour ça qu'on ne nous voit pas. Donc on n'a pas accès à la cité de manière globale, mais donc à l'école. Et donc si toi, quand tu étais gamin, tu n'as pas eu l'habitude de jouer, de partager les bancs de l'école avec des gamins différents, en tout cas avec en situation de handicap, bon voilà, après on est démunis. C'est pas par volonté de discriminer l'autre, c'est par ignorance. La peur, elle vient de notre ignorance, mais ce qui est propre avec le handicap est propre avec d'autres minorités. Des garçons qui évoluent qu'entre garçons, vous mettez une fille dans une cour d'école, ils ne vont pas bien se comporter parce qu'ils n'ont pas les codes. Mais tu prends sur d'autres minorités, tu vas dans des écoles où il n'y a que des blancs en pleine campagne et arrive un gamin noir, je peux te dire, moi j'ai un pote qui m'avait raconté ça quand il était gamin. Voilà, on n'est pas génétiquement raciste, homophobe, discriminant. Donc c'est vraiment la construction et de la société dans laquelle on est. Donc moi, mon combat, c'est de s'assurer qu'on puisse évoluer ensemble depuis le plus jeune âge, que ce soit jamais un sujet, finalement. Et ensuite, le comportement à adopter, c'est un comportement qui ferait preuve de bon sens, un comportement naturel. Moi, je n'ai pas besoin que tu changes quoi que ce soit dans ton attitude et ta façon de te comporter avec moi. Tu as d'abord un être humain. Donc si tu fais 2 mètres de haut et que je fais 1m38 assis, effectivement, tu parleras peut-être un peu plus fort si tu es très haut pour qu'on s'entende, mais c'est tout. Et je ne te demande pas de te mettre à genoux ou à 4 pattes pour me parler. Je ne te demande pas de faire n'importe quoi. Et le bon sens, on n'en est pas tous pourvus de la même manière. Donc c'est un travail qu'on doit faire collectivement pour apprendre à se comporter de la manière la plus juste qui soit. Exactement. Mais franchement, c'est magnifique parce que, et même tu témoignes aussi du rôle de la famille. Dans la reconstruction, tu as eu, je dis, cette chance-là d'être très bien entouré de tes frères, de tes parents. Est-ce que ce n'est pas la clé finalement d'une reconstruction après, je parle d'un handicap, mais après avoir subi une épreuve de la vie? La clé, c'est qu'on ne se reconstruit pas seul. Quand tu as un accident grave, on est tous victimes d'accidents de la vie. Ouais. Chaque être humain, quel qu'il soit, sera victime d'accident de la vie, le dernier qui est fatal, mais avant ça, la maladie, la perte d'un proche, une rupture amoureuse, la précarité, je veux dire, on est tous victimes d'accidents de la vie. Et en général, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont un tempérament plutôt bagarreur, plutôt optimiste, mais ça, on ne le contrôle pas. C'est la manière dont on a été élevé, éduqué. Donc ça, c'est la partie qu'on ne maîtrise pas. Et puis le reste, c'est l'entourage. Mais pareil, l'entourage, moi j'ai de la chance d'avoir une famille unie, une famille capable. Mais s'il n'y en a pas de famille proche, les amis, un partenaire, une partenaire, en tout cas un individu qui va vous aider. Et encore une fois, l'humour. L'humour pour un moment être capable de rire de soi-même. L'autodérision, pour moi, c'est primordial. C'est ce qui fait que la plupart des gens acceptent ce qui paraîtrait inacceptable, inenvisageable pour les autres. Et voilà, et moi là-dessus, j'ai été bien entouré, bien accompagné, mais notamment avec des frangins qui se foutaient de ma gueule très rapidement sur ce que j'étais plus capable de faire. Et on en a fait un jeu, ça a été aussi une manière de... alors il faut être prêt. Tout le monde c'est ça que j'avais tout dit. Mais bon, en même temps, moi je suis comme ça et on l'a toujours fait, quoi. Moi je me souviens de mon grand frère quand il était ado, une rupture amoureuse, et on se foutait de sa gueule. Mais pas parce qu'on n'était pas empathique, mais parce que c'était la manière de conjurer le sort, dire ok, ça va, t'es là, quoi.
Bon, ben voilà, elle s'est barrée, arrête de chialer, quoi, on va passer à autre chose. Et à un moment, moi, de me confronter au fait que je suis en fauteuil roulant et des phases, des fois très drôles, des trucs des fois un peu hardcore, il fallait trouver le bon équilibre. Des fois, je leur dis non, trop tôt là, on y va tranquille. Et des fois, je fais, vous êtes des bâtards, mais vous avez tout compris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tabou et globalement, on est assez immunisé. Et le sport dans tout ça, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la famille, est-ce que le sport aussi ne contribue pas? Parce que il faut le rappeler, hein, on va parler justement de ta carrière sportive dans très bientôt. Ça arrive tellement vite. Tes titres, ça arrive, mais à une vitesse fulgurante. Non, mais ça arrive. En fait, le sport arrive très vite dans ma vie après l'accident parce que dès mon lit d'hôpital, on m'amène des haltères. Et moi, je fais pourquoi on m'amène des haltères? Il fait, tu vas voir, maintenant, tes bras sont tes jambes. Donc l'autonomie, elle passe par le fait d'être capable de se déplacer. C'est-à-dire que pour aller de ce siège-là à mon fauteuil, il va falloir que je porte mon poids de corps. Donc si tu ne développes pas ton haut du corps, en fait, tu n'as pas cette autonomie. Et puis pour affronter l'hostilité de la société, quand il y a des pavés, quand il y a des trottoirs qui sont, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous les trottoirs sont un peu en dévers. Malheureusement, j'ai remarqué. C'est normal pour écouler l'eau, donc on n'est pas sur du plat. Et donc, va pousser d'un bras sur des trucs comme ça, va monter ou descendre une marche. Donc en fait, le sport, moi, devient un formidable outil d'autonomie. Et puis ensuite, ça me permet de créer du lien social, parce que je ne fais pas du sport tout seul. Donc je rencontre des gens, des abîmés comme moi, et puis aussi des valides, puisque le sport, ça se pratique aussi avec des gens valides. On n'est pas obligé, quand on est en fauteuil roulant, même au tennis, de jouer qu'avec des gens en fauteuil roulant. Et donc voilà, donc moi, ça va être un putain de moteur. Et puis arrive assez rapidement le sport de compétition, puis le sport de haut niveau. Et là, oui, ça va m'ouvrir plein de portes, tous les champs des possibles. On va me considérer comme un champion avant de me considérer d'abord comme quelqu'un en fauteuil roulant. Ça m'a révélé dans plein de domaines. Ça m'a permis de vivre une vie que j'aurais jamais connue si j'ai pas eu cet accident-là. Pendant 15 ans, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai gagné ma vie grâce au tennis. Moi, j'étais, si ce n'est le premier, en tout cas un des premiers athlètes en e-sport à être professionnel. Et ça m'a fait vivre 1000 vies en une, quoi. Donc ouais, le sport, moi, c'est une grosse partie de ma vie, le sport et le sport de haut niveau. Ça tombe bien, on va passer aux questions-réponses. Ouais. On a des questions-réponses des internautes. Les questions des internautes justement sur Instagram qui eux veulent te poser des questions, en savoir un peu plus sur toi. Donc la première question est de Romy HTK, donc je ne sais pas ce qu'il c'est. Est-ce que l'après-carrière d'un sportif paralympique offre autant de possibilités qu'un sportif olympique? En fait, le problème, ce n'est pas d'être olympique ou paralympique. Il y a sportif amateur, sportif professionnel. Et il y a des sportifs olympiques qui ne gagnent pas leur vie grâce à leur sport, qui sont obligés de cumuler un boulot et leur activité de sportif. Donc en fait, la reconversion des sportifs de niveau, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on n'est pas suffisamment bien accompagné, parce qu'on oublie qu'en a 20 ans, on n'est pas en train de préparer la reconversion. On est à fond dans son projet sportif. Et donc on oublie qu'il y a un après qui va être beaucoup plus long que la carrière. Moi, ma reconversion, elle est réussie parce qu'en fait, je l'ai préparée. Je l'ai préparée parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, que j'ai monté plusieurs boîtes dans l'événementiel, dans l'associatif, dans l'entrepreneuriat social, dans l'entrepreneuriat traditionnel. Et donc, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a porté pendant plusieurs années. Et donc, moi, mon sujet, c'était de m'assurer que la vie continuait dans les meilleures conditions. Mais c'est un sujet. Et nous, notre boulot, c'est de les accompagner. Moi, une de mes boîtes, c'est notamment d'accompagner et de gérer la carrière de sportifs de haut niveau handicapés. Donc ouais, c'est un vrai challenge. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est une reconversion très réussie. Et très, très intéressant parce que justement, tu as un documentaire We Are People, oui, qui est extraordinaire. Et justement, il y a un athlète paralympique ivoirien. Oui. Moi, ça m'avait bouleversé parce que justement, il montrait comment il avait représenté son pays. Koné Oumar. Exactement. Il avait représenté son pays et qu'il avait gagné le 800 mètres et le 400 mètres et qui se sentait un petit peu oublié. Ouais, c'est l'athlète ivoirien le plus médaillé, le plus distingué en olympique et paralympique compris. Extraordinaire. Et il vit dans 3 mètres carrés. Et quand on allait filmer avec lui, il a sa femme et il a un bébé, maintenant qui est un peu plus grand. Et en fait, quand on fait l'interview, on arrive chez lui et donc on est dans un espèce de petit bidonville. On entre là, il y a 3 portes. Et je comprends que plus on se rapproche, plus que ça va être petit. Et alors moi, je peux me mettre debout, heureusement, et j'entre. Je suis obligé de laisser le fauteuil à l'extérieur de chez lui, de sa maison, parce que ça ne rentre pas sinon. Et on fait l'interview sur son lit. Et en revenant d'ailleurs avec Philippe, le réalisateur, avec Philippe Fontana, on se dit, bon voilà, on a rencontré des gens incroyables, mais à quel moment on laisse une personne comme ça? Et donc on a lancé une cagnotte solidaire
pour le soutenir et on a réussi à récupérer plus de 25 000 euros qu'on lui a versé il y a quelques semaines. Génial. Et qui normalement lui ont aidé à pouvoir acheter un appartement pour vivre dans des conditions plus dignes, quoi. Mais oui, mais ce qui est valable en Côte d'Ivoire, peut-être pas aussi de manière aussi caricaturale, mais c'est valable aussi en France. Il y a encore beaucoup d'athlètes qui sont. On a des anciens champions du monde qui se retrouvent au RSA, quoi. Il n'y a aucune garantie quand tu étais sportif de niveau que tu aies une reconversion réussie et un super métier. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a sportif de niveau et sportif de niveau. Il y a les sportifs de niveau qui ont eu des titres et puis il y a ceux qui n'en ont pas eu, quoi. Exactement. Entre l'athlète qui a une médaille d'or au jeu versus celui qui a fini 4e, versus celui qui est champion du monde et l'autre qui est champion de France, autant vous dire. Et puis entre ceux qui savent se vendre, ceux qui ont la bonne gueule, même s'ils sont un peu moins forts, je veux dire, c'est extrêmement injuste et puis c'est très aléatoire. Puis il y a des rencontres. Là, ceux qui ont la médaille au Jeux de Paris, autant vous dire, ils sont quand même vachement avantagés pour l'après. Mais celui qui finit 4e ou celle qui finit 4e, il n'y a rien. Il n'y aura rien en tout cas pour rebondir sur ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression que toi, tu as le petit truc en plus. Tu parles bien, moi je suis un baratineur. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Non mais, non, mais après moi j'ai dû enfoncer des portes. Moi ma carrière je l'ai commencé à 24 ans. Donc à un moment il a fallu aller frapper aux portes des sponsors. Donc moi ce travail-là, j'ai pas eu le choix et puis moi j'aimais bien ça. Moi j'adore convaincre. Pour moi c'est un jeu de séduction, c'est de la tchatch, c'est de trouver les... Mais jamais sur du fond auquel j'adhère pas. Mais moi j'aime ça. Et donc oui, il a fallu avoir des chefs d'entreprise et les convaincre. Et puis ensuite, si on enfonçait des portes, on les laissait grandes ouvertes pour que ceux d'après puissent aussi en bénéficier. Et voilà, et pour le coup, moi je me suis bien démerdé là-dessus. Après, je faisais un sport qui était plutôt télégénique et très développé sur tout le territoire. Et puis voilà, et puis après oui, si vous avez une gueule qui passe mieux qu'une autre, ou vous avez un style, des fois, c'est injuste. Il y a des grands champions et championnes qui n'avaient pas le 10e de sponsor d'autres, qui étaient moins bons, mais parce que meilleure gueule ou parce que plus bankable sur autre chose. Voilà. Mais en tout cas, notre boulot, nous, c'est que ce soit équilibré. D'accord. Et que tout le monde puisse à un moment avoir cette reconnaissance-là. Ok. On passe à la deuxième question de Louise. La structure de Roland-Garros pour le handisport est-elle identique au tournoi classique ? La structure. La structure. Nous, on a intégré au début des années 2000 certains tournois du Grand Chelem. Roland-Garros a été le dernier à accueillir le tennis en fauteuil en 2006. Donc ça fait quand même 18 ans qu'il y a du tennis en fauteuil Roland-Garros. Moi, mon sujet, c'est que Roland-Garros, et donc via la fédération, ne communique pas suffisamment sur le fait que tu as les meilleurs joueurs et joueuses de la planète qui sont chaque année pendant Roland en deuxième semaine. Et aujourd'hui, c'est un travail qui doit être fait, notamment là, quelques mois des Jeux. Il faut qu'on soit en capacité de valoriser ça. Quand vous êtes à Wimbledon, c'est depuis 2005 Wimbledon. Moi, je sais, je l'ai gagné la première édition de Wimbledon. J'ai vu ça. Il n'y avait que du double à l'époque avec Giant Mystery, un anglais. On était en direct sur la BBC. Dès la première édition, il y a 19 ans déjà. Et tu parlais justement tu allais voir le président de la Fédé de l'époque et qui refusait. Il n'en avait rien à foutre. Il n'en avait rien à foutre parce qu'il disait que ça allait tuer Ça abîmait les terrains. Mais c'est des conneries. S'il y a bien des terres battues qu'on n'a jamais abîmées, c'est bien celle de Roland-Garros. Alors certes, ça demande un travail d'entretien, mais on a les meilleurs staffs techniques au monde à Roland-Garros. Non, c'est qu'il n'en avait rien à foutre. Il l'a fait par contrainte. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais numéro 1 mondial. Et t'es français aussi. Et français. Et en fait, chaque année, sont nommés les champions du monde de la discipline, donc ATP, WTA, junior et wheelchair, donc fauteuil. Et donc, par exemple, moi, en 2005, j'étais numéro 1 mondial. Et donc, en 2006, Roland-Garros accueille tous ces numéros 1 mondiaux de l'année précédente pour leur remettre le trophée du champion ITF. Et donc, cette année-là, il y avait les frères Bryan, il y avait Roger Federer, il y avait Kim Clijsters, puis il y avait moi. Et donc, moi, j'avais annoncé qu'au moment où je prendrais la parole devant tout le gratin mondial, sachant que c'est le président de la Fédération française de tennis qui accueille tout le monde, donc je soulignerai l'ironie d'être mis à l'honneur, alors que Roland-Garros, c'est le seul tournoi qui discrimine les joueurs de tennis en fauteuil. Et bizarrement, quelques semaines avant, a été annoncé qu'il y aurait un tournoi de tennis. Non, mais après, j'étais pas tout seul. Il y avait aussi Florence Gravelier, qui était numéro 2 mondial de l'époque et une de mes amies proches, qui a fait ce travail à mes côtés. Mais on est obligé à un moment de rentrer dans ce rapport de force. Mais oui, il y a un travail à faire pour. Mais bon, le tournoi est un super tournoi. Roland-Garros et le tournoi du Grand Chelem font vraiment un beau boulot. Maintenant, ils ont toutes les conditions réunies pour faire un bon boulot. Pour faire du bon boulot. Ils ont aussi des moyens que n'ont pas. Moi, par exemple, directeur du French Riviera Open, on n'a pas les mêmes ressources. Mais aujourd'hui, moi, je veux qu'ils en fassent plus. Évidemment, il y a la place pour en faire plus. Et notamment dans la valorisation auprès du grand public, ça, il y a un travail considérable à faire. Il faut en créer un putain d'événement. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas à Roland-Garros. Ça, c'est à souligner.
De Lucas Muller, que ressent-on lorsqu'on est porte-drapeau pour la France? Qu'est-ce que tu C'est évidemment, là j'enfonce des portes ouvertes, c'est évidemment énormément de fierté, parce que c'est une reconnaissance de votre parcours de sportif, mais aussi de votre parcours d'homme engagé, des valeurs que vous incarnez, de votre capacité à fédérer un groupe. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilité, parce que moi j'ai été porte-drapeau en 2016 quand on est passé de l'anonymat à 100 heures de direct. Ouais. Et donc à ce moment-là, moi j'ai eu une plateforme, une tribune pendant quasiment 2 mois, pas pour raconter ma vie, les gens la connaissaient puis on s'en fout au bout d'un moment, mais pour raconter que derrière moi il y a 12 millions de personnes handicapées qui sont entravées au quotidien, qui n'ont pas accès aux droits de la même manière parce qu'handicapées. Et donc moi c'est là où il y a eu une transformation, une accélération de mon combat politique et du lobbying que j'exerce avec tous les acteurs de la société pour qu'on soit des citoyens à part entière. D'accord. De Émilie Fabin, quels sont tes futurs projets? J'ai cru comprendre que tu en avais des tonnes. Là, dans les mois qui viennent, les projets, c'est la production d'un nouveau documentaire avec Philippe Fontana. Après Where People, on est en train de travailler sur un documentaire qui s'appelle Let Me Run et qui traite de l'émancipation des femmes par le sport. Et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est un outil politique et social extrêmement puissant. Donc là, on refait un 90 minutes avec Canal+, on va partir en tournage au mois de mai et on a 1 an pour le réaliser et le produire. Il devrait sortir sur Canal vers mai 2025. Donc ça, c'est un outil puissant. Donc l'audiovisuel est un de mes projets, avec des projets en tête avec Philippe Fontana de séries, de longs métrages. Donc ça, c'est un métier que je vais exercer pendant longtemps. On a la volonté que le French Riviera Open devienne le premier 100 000 $ en tennis fauteuil hors tournoi du Grand Chelem, avec un gros enjeu dès l'année prochaine de monter en puissance sur la mobilisation notamment du grand public et l'explosion de la médiatisation du tournoi. J'ai parlé 2024, évidemment, là, à court terme qui arrive, c'est demain, d'en faire un événement unique au monde, mais surtout à impact et avec un vrai héritage concret pour les personnes handicapées dans la société. Et puis moi, je suis chef de mission, donc mon boulot, c'est que les 250 athlètes qui vont être qualifiés et qui vont représenter la France puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais m'y employer avec toutes mes équipes là, dans les mois qui viennent. Et puis surtout, j'ai aucune idée de ce que je ferai moi dans 5 ans. Et c'est ça en tout cas, j'ai toujours trouvé excitant. Je vais avoir une idée, évidemment, dans 6 mois. Je vais répondre à un nouveau projet ou peut-être créer une boîte. Mais voilà, et puis l'objectif majeur, c'est aussi le développement sur tout le territoire de mon association comme les autres, que j'ai cofondé avec mon grand frère et ma femme, que je préside depuis plusieurs années, et de s'assurer qu'on puisse accompagner n'importe quelle personne victime d'accident de la vie dans son parcours de reconstruction. Mais voilà, après tout ça vient s'imbriquer. Il y aura d'autres idées farfelues, il y aura d'autres idées très utiles, il y aura des trucs qui marcheront, d'autres moins. Mais en tout cas, on continue le combat. Merci. Et de Lola, leçon, passer du tennis au tennis handisport se fait-il facilement ou cela demande de retravailler complètement son approche de ce sport? Alors ça, c'est très dur parce que du jour au lendemain, vos bras deviennent vos jambes, donc il n'y a plus de pas chassé, de reprise d'appui, de saut, donc il faudra apprendre tout le déplacement. Les trajectoires sont plus du haut vers le bas, elles sont à minima à plat ou alors un petit peu arrondies, parce que vous n'êtes plus à 1m80, vous êtes à 1m40, donc vous avez un vrai travail d'adaptation, mais ça reste du tennis. Et c'est un avantage pour ceux qui ont été joueurs de tennis valides, parce que vous avez une connaissance et une maîtrise du jeu. Donc voilà, vous restez un joueur de tennis, vous savez comment ça fonctionne, ce qui est efficace, vous connaissez bien, mais vous devez évidemment tout adapter au fauteuil roulant. Ok, et dernière question de Noah GRT, pourquoi vis-tu à Londres? Ah, c'est une très bonne question pour le climat. Non, pas du tout. Je vis à Londres parce que ma femme est londonienne. D'accord. Et donc quand on s'est rencontrés, elle a tout plaqué pour s'installer à Paris avec moi, parce que moi j'étais joueur de tennis à l'époque et je ne pouvais pas vivre ailleurs que près de ma structure d'entraînement. Mais on s'était toujours dit qu'après ma carrière terminée, elle me laisserait un peu de temps pour réussir ma reconversion, ce que j'ai fait pendant 2 ans, mais qu'on irait s'installer à Londres pour que nos enfants puissent aussi vivre. Voilà, et la culture anglaise et qu'elle soit proche de sa famille et ses amis. Donc ça va faire 5 ans. Et donc je vis à Londres, mais je suis entre Londres et Paris, ou Londres et la Moselle, voilà, comme ce week-end. Et je vois que tu parles plusieurs langues. Tu parles l'italien, tu parles l'anglais, tu parles le français. Il y a encore d'autres choses que... J'ai fait des études de langue, donc je parle l'anglais couramment. Je suis bilingue en anglais et je me démerde en espagnol. J'étais meilleur à l'époque, mais dès que je retourne en Espagne... où je retrouve des automatismes. Et l'italien, non, je ne parle pas italien, mais je le comprends très bien et je le baratine très bien. Ah, d'accord. Voilà. L'italien, la première fois que je suis parti avec mon petit frère, que j'ai emmené mon petit frère en Sardaigne pour un tournoi où j'allais, quand mon petit frère est redevenu mon coach, je suis arrivé et avec les joueurs italiens, j'arrive et je leur parle italien.
Et il me dit, mais je savais pas, gros, que tu parlais italien. Et je fais, bah écoute, tu me connais, moi, les langues, tout ça. Et en vrai, je fais énormément de fautes. Mais à force d'y aller, moi, j'adore ça et j'ai plutôt une bonne oreille. Et donc évidemment, c'est un mélange de français, d'espagnol et tout, mais je me fais comprendre. J'adore ça. Génial. Alors, je vois que tu es un fonceur, hein. Franchement, c'est hallucinant parce que quand j'ai vu justement ce reportage, je me dis, mais il parle plusieurs langues. Il est extraordinaire. Mais attends, il sait Après, je tout. suis aussi un gros mytho, hein. Je D'accord. vais au Japon, je m'achète un petit dictionnaire, j'apprends des expressions. Je vais en Suède, pareil. Je vais en Chine, voilà. Non, moi, j'adore les langues et j'adore le fait de pouvoir communiquer. Donc, il n'y a rien de plus frustrant pour moi que d'arriver dans un bled où je ne peux pas communiquer. Alors, l'anglais, l'espagnol et le français, avec ça, vous êtes capable de parler dans la plupart des pays du monde. Mais être capable, quand vous allez au Japon, dans un endroit où il ne parle pas un mot d'anglais, dans la campagne d'Izuka et que vous avez quelques mots, bah, c'est sympa. C'est juste sympa de dire bonjour, au revoir, merci. Deux, trois trucs comme ça. Et c'est aussi une preuve de respect, voilà, des endroits où on se déplace. Donc, et c'est ce que je fais avec mes gamins qui, eux, maintenant, bah, sont bilingues aussi et feront 3 ou 4 langues aussi, parce que c'est une vraie force. Ouais. Et justement, être capable, en 2005, tu es numéro 1 mondial au tennis fauteuil. Quand je retrace ton parcours, je me suis dit, en l'espace d'aller 5 ans, d'atteindre la place de numéro 1 mondial, il faut en avoir, comme on dit. Non, mais c'est vrai, il faut en avoir. En fait, c'est mon grand frère qui l'a très bien résumé. J'ai mon accident le 7 février 2000, je commence les entraînements en septembre 2000, et en novembre 2001, je deviens champion de France. Alors, c'est le tennis handisport, il n'y a pas des millions d'adversaires, évidemment, donc c'est un sport bien moins concurrentiel, mais il y a un niveau déjà qui est pas mal du tout, et en fait, mon grand frère le résume parfaitement. Il y a toute ma famille qui est là, mes entraîneurs, tout le monde en larmes, ça fait 1 an et demi que j'ai mon accident, je suis déjà champion de France, il y a les émotions et tout, et mon grand frère arrive et me fait « Putain gros, ce sport était fait pour toi ». Et là, tout le monde s'arrête et se dit « Tiens, quel connerie il va raconter ?» Il fait t'avais une technique de dingue, t'as toujours eu un mental d'acier, mais t'as toujours réussi un jeu de jambes de merde. Et au moment où il dit ça, mon frère, on se marre. Et effectivement, moi, j'étais un très bon joueur de tennis. Techniquement, je savais tout faire. J'étais très compétiteur. Mentalement, je lâchais jamais et tout. Par contre, j'étais un peu pâteau. J'avais pas le petit jeu de jambes et compagnie qui faisait que j'aurais pu être beaucoup plus fort. Et donc, quand tu as un sport où tout se passe sur le haut du corps, c'est fait pour moi. Et donc, la transition s'est faite assez rapidement. Et donc, moi, j'ai jamais vu le fauteuil comme un ennemi. Quand on m'amène mon fauteuil roulant après 2 mois à l'hôpital avec un corset et alité, je le vois comme un outil d'autonomie. Je ne le vois pas comme un truc qui me condamne à une dépendance à vie d'un espèce de truc froid en ferraille impersonnel. Je me dis, putain, grâce à ce truc-là, je vais enfin pouvoir sortir de cette chambre d'hôpital. Et c'est peut-être cette façon de voir les choses qui m'a aussi aidé. Et donc oui, après, ça s'est fait de manière assez rapide, mais parce que j'ai validé mon DEUC de langue étrangère appliquée, et puis je me suis lancé à fond 6 jours par semaine avec un staff, entraîneur, préparateur physique, sparring partner, staff médical, et j'en ai fait mon métier. Donc voilà, mais ouais, jusqu'en 2005, c'était une Et c'est quoi ascension. le plus dur? Parce que moi, peut-être que tu ne sais pas, j'ai été professionnel dans le basket. Si, on en avait Et, parlé quand c'était on en en avait français. parlé. Ouais, Et si tu veux, on fait de la musculation, à l'époque on en faisait, mais pas tant que ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit, on va perdre en rapidité, on va perdre en efficacité sur le tir. Et moi, quand je me suis intéressé justement à toi, à regarder un peu tout ce que tu faisais, je me dis, mais physiquement, tu vas être un monstre. Quand je vois comment tu te déplaces, comment tu tapes, tu te replaces, il y a vraiment un travail physique qu'on estime qui est le plus important peut-être même, non? Regarde LeBron James. J'ai vu torse nu LeBron James. T'as vu le Master. Oui, mais là c'est un… Ouais, mais… Ouais. Et en même temps, à l'époque, tu avais des gens beaucoup plus fins. Tu regardes un Michael Jordan, Ouais. il était plus petit gabarit, mais il était beaucoup plus fin. Les Larry Bird et compagnie. Alors, tu avais des costauds comme Barclay et compagnie, mais tu avais des mecs fins. À part Wembanyama, Wembanyama, Ouais. qui là, alors lui, est très très grand. Mais pareil, il va pousser. Je peux te dire que Exactement, regarde ouais. son corps aujourd'hui, c'est pas le même dans 5 ans. Je suis d'accord. Et en fait, on a appris avec les techniques d'entraînement qu'on pouvait être costaud tout en gardant de la vitesse. Ouais. Parce que c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, être capable de pousser un fauteuil sur tout un terrain de tennis et d'être ultra explosif, d'avoir des triceps, des pecs, des abaisseurs qui te permettent d'être ultra puissant, mais aussi de durer longtemps, donc avoir des muscles qui sont explosifs mais endurants, et tout en gardant l'amplitude et la vitesse de bras d'un joueur de tennis. Et donc, ouais, aujourd'hui, moi je me suis transformé. J'avais pas le corps que j'ai eu Est-ce à ce moment-là. que tu pratiques encore? Parce que Non, aujourd'hui, non. même au quotidien, du tout? Tennis, j'ai complètement arrêté. Non, je me suis abîmé. Je me suis abîmé, Ouais, coudes, bon, ça, épaules c'est et le sport de compagnie, niveau. comme souvent parce que le sport, c'est bon pour la santé, mais Ouais. pas le sport de très haut Ouais, niveau. c'est vrai. Et non, et puis en plus, je suis peut-être le seul paraplégique de France, si ce n'est du monde, à avoir une prothèse de hanche, parce que j'ai passé toute ma vie ma vie en fauteuil, à pouvoir me mettre debout sur une jambe. Donc quand je sortais le soir au bar avec les frangins, mais je me suis massacré ma hanche, et donc elle se déboîtait, et donc on m'a mis une prothèse de hanche. Mais la prothèse de hanche, elle me limite, ce qui fait que si je me penche d'un coup, elle se déboîte.
Et donc aujourd'hui, je ne pourrais même pas faire du tennis si je voulais, à part avec mon gamin quand on joue tous les deux. Mais je fais du sport. Maintenant, je fais, tu sais, un truc de vieux, je fais du sport santé. Ouais, mais Maintenant, je pense qu'on le fait bien. tous. Hein. Bah, La reconversion, et même on a tellement fait qu'à un moment donné, on lève le pied, on se ouais, dit. Après, un sport où je suis encore, où j'en vois bien, et là, même avec mes frangins, c'est le ski. Moi, j'étais skieur, j'adorais le ski, j'ai toujours été un gros barjot, et en fait, en fauteuil, je vais aussi vite que mes frangins, voire plus vite parfois. Et donc voilà, c'est le sport où je continue à envoyer. Après, quand je fais du sport, j'ai tendance à y aller à fond, mais là, maintenant, c'est plus des petits. Je les ai fait, tu vois, j'ai fait des Spartan Race, j'ai fait le marathon de New York. Là, je vais faire le marathon pour tous pendant les Jeux Olympiques, là, le même parcours que les athlètes hommes et femmes. Mais c'est plus des trucs fun, tu vois, un peu Mais maintenant, là, j'ai 42 ans, j'ai 2 gamins, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. Là, l'enjeu, c'est d'être bien dans mon corps, tu vois. C'est d'être bien dans mon corps. Et donc, je fais d'abord du sport pour être en forme. Après, je trouverai toujours des trucs, des petits défis à la con de temps en temps, mais j'en ai moins besoin, je l'ai tellement fait. J'ai compris, ouais. Moi je comprends. Je te comprends. J'ai plus besoin de ça pour me prouver quoi que ce soit ou pour prouver aux gens d'ailleurs quoi que ce soit. Je suis d'accord avec toi et justement on va parler, hein, tu as gagné 7 tournois, 7 tournois de Grand Chelem en double. Et tu dis souvent que justement en double, ça te procurait beaucoup plus d'émotions de faire des compétitions à deux que seul. De plaisir, oui. Moi, j'ai fait un sport individuel toute ma vie. J'ai été joueur d'échecs quand j'étais gamin. J'étais champion d'Île-de-France Poussin. C'était un de mes titres préférés parce que je m'en souviens comme c'était hier. J'étais un joueur de blitz. Et en fait, j'ai toujours fait des sports individuels, mais sauf que moi, je suis fait pour vivre en bande. Moi, je suis jamais seul. Je déteste être tout seul. Je déteste le silence, la solitude. J'adore bouquiner et en même temps, c'est extrêmement compliqué pour moi parce que s'il y a le moindre bruit, j'arrive pas à lire parce que je suis très curieux, je veux savoir ce qui se passe. Et en même temps, j'arrive pas à me concentrer s'il y a le moindre bruit. Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Et donc pour le coup, en double, en fait, je me retrouvais dans un sport individuel qui devenait d'un coup un sport collectif. J'ai adoré les ambiances de Coupe du Monde par équipe, l'équivalent des Coupes Davis. Et voilà, mais j'ai été numéro mondial en simple, j'ai gagné plein de grands tournois. Alors j'avais gagné l'US Open et Wimbledon. Pas Wimbledon, pardon, l'US Open et l'Australian Open avant qu'on soit intégré au tournoi du Grand Chelem. Mais c'était déjà les meilleurs mondiaux qui s'affrontaient dans ces tournois-là. Donc ça n'a pas été reconnu comme tel. Mais voilà, et puis j'ai une médaille au jeu en simple, mais c'est en double dans lequel je m'éclatais le plus. Moi, le fait de pouvoir taper dans la main d'un pote, de le prendre dans les bras, de se transcender, de le booster quand ça ne va pas, ou inversement que lui t'en met. Et j'ai des souvenirs extraordinaires avec Janet Mistry, avec Stéphane Houdet, avec qui on a la médaille d'or à Pékin. Quand tu gagnes la médaille d'or, qu'est-ce que tu ressens? À ce moment-là, c'est un aboutissement, c'est bon, j'ai tout fait, j'arrête. Non, t'es perché. Moi, je me souviens, je suis là, j'ai la sécurité qui vient me dire de sortir, parce qu'il y a le match en simple après, c'est mon moment, ils me mettent mon son. Ils me mettent mon son Timbaland, The Way I Are, au moment où on a la médaille, et là t'es là, je jette le t-shirt, je jette la raquette, si on n'est pas en Chine, moi je jette le fut et les baskets. et en fait, dans le vestiaire, le contrôle antidopage, pendant 1 heure, on est comme des gamins, on leur dit mais là on n'a pas envie de pisser, il faut nous suivre, ils sont obligés de nous suivre. On prend la douche tous les deux, et t'avais une espèce de douche, on est là à faire les cons comme ça. Je vois trop le truc. Ma famille arrive à rentrer dans le vestiaire alors qu'aujourd'hui ce serait plus possible, c'était un peu moins pro qu'à l'époque. Et voilà, on enchaîne, on va en boîte de nuit le soir, et puis ensuite on revient dans l'avion. Moi, je fais le service le matin. On était moitié athlètes, moitié grand public qui ne nous connaissait pas. Moi, je peux marcher un peu, c'est moi qui faisais le service avec un aveugle. Les gens étaient effrayés, parce qu'au moment où je leur fais croire que c'est lui qui va servir le thé, les gens flippaient. Et en fait, pendant un mois, pendant 32 jours de suite, j'ai fait la fête. Il y avait les fêtes à l'Élysée pour les décorations, la Légion d'honneur, puis nana. Et en fait, tu es sur le toit du monde. À ce moment-là, tu dis, mais tu as eu le bronze, tu as eu l'argent, maintenant tu as l'or, tu as tout gagné. Ouais, c'est un truc. Il me semble bien que même le lendemain, tu avais une visite de la muraille de Chine, c'est ça? Ouais, je me suis parlé. Et tu te réveilles pas, tu as tellement fait la bringue. J'étais au bout de ma vie. À chaque fois, de toute façon, que ce soit Athènes, Pékin, Londres ou Rio, j'ai toujours mal fini après les Jeux, que j'ai une médaille ou pas. Toujours fait la fête comme il se devait. Ouais. Et justement, ce côté de la fête, c'est vraiment ton côté, justement, être en team, être à plusieurs, partager l'instant présent. Ah bah, je fais pas la fête tout seul. Hein, ça, je sais, mais je veux dire, c'est un exutoire. Comment c'est une prolongation de l'émotion, des émotions que seul le sport. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis d'accord. Moi, ça fait partie du package. Ah, je suis d'accord. L'émotion sur le terrain de la victoire, le fait d'être transcendé, de voir ta famille, tes amis, avec le sourire, mais aussi avec des larmes de joie, d'accomplissement, d'un travail collectif et tout. Et puis ensuite, la célébration. La célébration. Moi, j'ai été élevé dans le fait que je crois qu'il n'y a qu'une seule vie. Donc, la croyance de l'instant présent, de profiter de ce que le monde a à t'offrir à ce moment, c'est d'une puissance. Et donc ça, moi, ça m'a toujours drivé, quoi. Et encore aujourd'hui, moi, ce qui me plaît,
quand j'organise un événement sportif, c'est la soirée de gala du samedi soir qu'on va organiser, où on va s'éclater. Quand je fais un événement, comme l'événement qu'on organise là aujourd'hui avec le département de la Moselle, c'est l'utilité sociale, ça c'est le fait d'avoir grandi, d'avoir compris à quoi on servait, mais aussi le fait de s'éclater, le fait de s'amuser, d'aller boire un coup, d'aller profiter, voilà, c'est ça. Moi, il ne faut pas qu'il y ait une journée où je n'ai pas pris de plaisir. Le bonheur, ça se cultive. Et tous les jours, c'est de se dire où est-ce que je peux être utile et comment je vais m'amuser en plus avec les gens avec qui je suis en phase, avec lesquels je partage des convictions profondes, des valeurs engagées. Et ouais. Donc toi, tu fais Athènes 2004, Pékin 2008, t'enchaînes Londres 2012 et Rio 2016. Ouais. C'était quoi quelle était la meilleure organisation des 4? Allez, je t'envoie cette question comme ça gratuitement. La meilleure organisation, c'est 2012 parce qu'on est passé dans la lumière. En 2012, il y avait des stades remplis, des records d'audience, donc c'était une vraie reconnaissance. Mais 2004, c'est mes premiers jeux, c'était les moins bien organisés de mes 4, mais j'ai kiffé comme jamais parce que j'étais comme un chien fou. Tes premiers jeux, tu représentes ton pays, un défilé dans un stade plein, une médaille, mes premières médailles. 2008 à Pékin, c'était grandiloquent parce que des budgets qui aujourd'hui n'existent plus, on ne fait plus ça, des jeux à plus de 20 milliards, mais c'était complètement fou. Tout était gigantesque. Le nid d'oiseau, qui était le nom du stade à Pékin, moi j'en regarde un souvenir impérissable, les médailles d'or. Et Rio, je peux une médaille, mais je suis porte-drapeau. On défile au stade Maracana, donc un des stades les plus mythiques. Et puis Rio, pour faire la fête, moi j'y suis allé plein de fois en vacances. Ouais. Là, tu te retrouves. Je m'en foutais d'avoir perdu en huitième de finale en simple, en quart de finale double. Je savais que j'allais pas m'emmerder pour les 4 derniers jours à Rio. Donc non, à chaque fois, les jeux apportent leur lot de plaisir, d'émotion, de fun. Ouais, c'est magique à chaque fois. Et là, la magie fait que c'est Paris. Paris, moi je me dis, ça arrivera peut-être pour la plupart d'entre nous une seule fois dans notre vie. Comment toi, tu le vis en tant qu'ancien athlète, mais est-ce que tu aurais voulu participer en tant qu'athlète à Paris? Quand je finis ma carrière en 2016, c'est pour moi la dernière fois que je suis dans un village olympique, c'est la dernière fois que j'entre dans un stade olympique ou paralympique, c'est la dernière fois que je représente mon pays, donc pour moi c'est la fin d'une époque. Et juste après, c'est une époque où déjà une équipe s'était constituée autour de Tony Estanguet et Bernard Lapasset pour préparer la candidature. C'est qu'on s'était déjà planté en 2005 face à Londres pour les Jeux 2012. Et donc moi, je rejoins vite l'aventure. Comité de candidature, avec eux, on s'accroche et pour justement essayer d'aller chercher les Jeux. Donc je fais partie de l'équipe réduite, je pars à Lima, je vais à Lausanne, bon bref, je fais partie de toute l'aventure. Et donc je me lance dans ce projet-là et à ce moment-là, je me dis je vais juste les vivre de l'intérieur en tant que consultant, en tant que membre de la commission des athlètes. Et puis l'année dernière, Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique sportif français et grande championne paralympique avant ça, avec Élie Patrijon, le directeur, et Marion Vatel, la DIRCOM, il me propose de se voir et il me propose de devenir chef de mission de l'équipe de France paralympique, pas que du tennis, mais de l'équipe de France. Et donc là, je comprends en fait que je retourne dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que là, chef de mission, tu es un mélange de grands frères, de capitaines, de porte-drapeau, un mélange de tout. C'est toi qui es en charge, qui est en charge d'accompagner ces athlètes pour qu'ils puissent vivre leur rêve paralympique et qui plus est chez eux. Donc c'est de les accompagner, c'est de les protéger, c'est de les guider, c'est aussi de fédérer autour d'eux le grand public. Et donc là, je me dis putain, mais en fait, j'y retourne. Et donc même si je ne vais pas les jouer en tant qu'athlète, je vais défiler moi avec l'équipe de France. Je vais être en bas des Champs-Élysées et puis autour de la Concorde sur cette cérémonie qu'on est en train de préparer parce que moi je suis des deux côtés, c'est-à-dire que je vais vivre ça avec eux. Et moi je travaille aussi depuis 7 ans avec le COJO, Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour ce qui va se passer à ce moment-là. Et donc pour moi la boucle est bouclée, j'aurai tout vécu. Je vais aussi ici en Moselle être porteur de la flamme olympique le 27 juin. On m'a demandé de choisir un endroit, je me suis dit je vais le faire dans le département qui m'a adopté. Et puis je serai aussi relayeur de la flamme paralympique. Donc en fait j'aurai grâce au sport vécu tout ce qui existe autour du sport et notamment du sport olympique et paralympique. Donc non, ça va être encore une année. Je pensais que 2016 allait être à jamais l'année la plus folle de ma vie avec ma retraite, le fait d'être porte-drapeau et l'arrivée d'un premier enfant. Mais 2024 s'annonce pas mal du tout. Ouais. Génial. Tu as des projets. Tu me dis dans 5 ans, tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas peut-être te reposer. Hein. Déjà après les Jeux. Après les Jeux, je pense que je vais bien me poser. On va passer rapidement au tac au tac. Ouais. L'idée, c'est bien sûr que tu répondes à toutes les questions en moins d'1 minute. Je te les pose et tu réponds. Attendez, 30 secondes. Ah, tu mets le chrono. Ah ouais, je suis obligé, sinon. Sinon on triche. Minuteur, on passe. Allez. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ne m'a pas donné de conseils. La personne la plus connue de ton répertoire. En France, François Hollande, Teddy Riner. Selon toi, qu'est-ce qui te distingue des autres athlètes dans ta discipline? Mon engagement. Un cauchemar dont tu te souviens toujours. C'était un rêve. Je croyais que j'étais dans une piscine et en fait j'étais sur un lit superposé. Et j'ai plongé sur le sol. À quelle époque tu aurais aimé vivre? Les années 70. Dans la peau de qui tu aimerais passer 24 heures? A few moments later. C'est dur. Non, mais je suis bien dans ma peau. Une chose secrète à savoir sur toi. C'est un secret, donc je vais pas te le dire. J'adore. Ta musique. Ah, mince, on a terminé. J'ai un peu hésité sur le. Non, mais on a vivre à la terminé. place de quelqu'un. On a terminé et c'est vrai que moi je vais te poser ton question, quel est ton meilleur souvenir des Jeux paralympiques d'une manière globale? Quel est ton meilleur souvenir si on Les regroupe? soirées de célébration. Et je peux te dire que ça. Les secrets, tu vois, les trucs secrets comme ça, c'est. Voilà. Ce qui se passe au jeu reste au jeu. Ouais, exactement. Mais Ce qui reste au jeu. T'imagines pas les trucs. Quand tu arrives en boîte de nuit avec une médaille autour du cou, t'es le roi du monde. Ça change tout. Voilà. Ah, j'aurais bien voulu qu'on discute en off de tout ça, mais ce Je te sera. raconterai plus tard. Je te remercie. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de ton après-carrière, parce que c'est vrai que tu as une carrière riche, mais aujourd'hui, comme tu as pu l'expliquer, tu es chef de mission pour Paris 2024. Aujourd'hui, tu as tellement de projets que je voudrais que tu nous en parles, de ton association. Tu nous as parlé de ces gros films aussi, c'est comme ça que vous Les gros l'appelez films, aussi? ouais. Les gros films. Les gros films, c'est extraordinaire, les gros films. C'est comme ça qu'on s'appelle dans le sport. Hé, gros! C'est mon surnom et mon associé, lui, était plutôt bouboule quand il était petit. Donc voilà. Non, mais moi, aujourd'hui, j'ai 5 structures. Il y a mon association, comme les autres, Ouais. qui propose un accompagnement social dynamisé par le sport à des personnes handicapées, comme moi, victimes d'accidents de la vie. Que tu as fondé avec ton frère, Avec il me mon semble grand bien. frère, Jonathan, et avec ma femme, Et ta Caroline. femme. Oui. En fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, on avait identifié des outils qui permettaient à une personne handicapée de retrouver une vie sociale épanouie. Donc c'est l'accès au droit, c'est l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, au sport, à la sexualité, à la vie intime. Et donc aujourd'hui, on a accompagné, depuis sa création de cette association, plus de 1200 bénéficiaires en situation de handicap. On a 7 antennes en France, on a 35 salariés et l'idée, c'est que ça grandisse, qu'on puisse accueillir et accompagner tout le monde. Au même moment, donc c'était il y a 13 ans, je cofondais Andiamo. Donc Andiamo avec mon grand frère toujours et avec Richard, qui était mon premier entraîneur de tennis. Et donc là, en se disant qu'on allait aider la professionnalisation du handisport, et donc on représente aujourd'hui une douzaine de champions et championnes paralympiques, dont la plupart seront aux Jeux de Paris 2024. Et donc on les accompagne dans la gestion de leur carrière, mais aussi dans leur reconversion, qui est un enjeu important pour nous. Et on organise sur tout le territoire des événements de sensibilisation par le sport au handicap. Donc pour des collectivités, c'est ce qu'on fait en Moselle depuis 2 ans, mais aussi dans des entreprises. Donc ça, c'est la deuxième structure. Ensuite, il y a le French Riviera Open que j'ai créé avec Patrick Mouratoglou, À Sofia, c'est ça? à Sofia Antipolis, Oui. et avec Cédric Mosselin, un de mes meilleurs amis. Et on s'est dit qu'on allait faire un tournoi de tennis, mais le plus grand, le plus pro, mais aussi le plus utile. Donc on a accompagné et sensibilisé des milliers de gamins de la région sud depuis 8 ans qu'existe le tournoi. Et on se sert aussi de cet outil social qu'est le sport pour notamment travailler sur la question du recrutement. Donc on organise en marge du tournoi du job dating. On fait rencontrer des recruteurs avec des chercheurs d'emploi, mais on leur fait faire du sport et du parasport ensemble. Donc c'est un tournoi dont moi je suis extrêmement fier. Et Les Gros Films, qui est la boîte que j'ai créée le plus récemment, qui est une boîte de prod avec Philippe Fontana, qui est devenu mon ami. À la base, c'était un réalisateur qui bossait sur un projet autour de moi. Et on a produit ensemble des courts-métrages un peu engagés, et puis We Are People dont tu parlais, et puis là on travaille sur Let Me Run, et donc on a plein de projets, et cette boîte de prod fera des séries, on a un projet de série incroyable, on a plusieurs projets de long-métrage, donc voilà, mais je ne sais pas, dans 5 ans, ça sera mon activité principale. Un Donc ça, troisième livre. peut-être un 3e livre, si j'ai encore des trucs à raconter. Et voilà, mais mon activité principale, c'est pas tout ça, parce que je ne suis pas tout seul dans toutes ces activités. Ouais. C'est qu'en fait, moi, je fais des conférences et je fais du conseil en entreprise sur les politiques handicap des entreprises. C'est ça, moi, mon métier principal. Le reste, est organisé, mais moi, je travaille en famille. Mon petit frère est directeur du French Riviera Open. Il est co-directeur d'Andiamo avec Richard Barmos. Et il gère, moi, ma société de conseil. Donc voilà, je ne suis pas tout seul et je suis entouré de gens qui ont les mêmes convictions que moi, les mêmes
les mêmes colères saines, les mêmes envies de changer le monde, mais en s'éclatant. Donc moi, je travaille dans des conditions de rêve. Le seul truc qui est difficile, et encore, je m'en plains pas plus que ça, c'est le fait de vivre entre Londres et Paris, quoi, parce que les allers-retours tout le temps. Et voilà, c'est le prix à payer d'un mariage et d'une vie avec une Anglaise et un Français. Ouais. Mais bon, je veux dire, c'est des problèmes de riches, tout va très bien. Je suis d'accord avec toi. Et je viens d'avoir un deuxième petit garçon là, qui va fêter ses 1 an. Donc non, la vie est belle, très belle. Je suis d'accord avec toi. Donc, Et c'est vrai qu'on te voit beaucoup en Moselle. Moi, je me suis toujours demandé, mais il est mosellan, Mickaël? tout le monde se demande ça. Tout le monde se demande. Il n'y a pas de passeport mosellan, mais en fait, c'est une rencontre. Je suis venu en Moselle la première fois il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, au Moselle Open pour faire une exhibition. Donc à l'époque, avec Stéphane Houdet, on vient faire une exhibition au Moselle Open. Et je rencontre des gens du tournoi, évidemment, toute l'équipe du tournoi, et puis des gens du département, parce que le Moselle Open, le plus grand partenaire du Moselle Open, est le département de Moselle, d'où le nom Moselle Open. Et pour le coup, je rencontre en fait des gens avec lesquels j'accroche tout de suite. Et je découvre ce que fait le département en termes d'engagement sur le sport pour tous, sur le sport partagé, et pas uniquement pour les personnes handicapées, mais pour les femmes, et pas uniquement sur le handicap moteur, sur le handicap psychique, mental, sur justement le fait d'avoir tout compris de quelle est l'utilité du sport. Encore une fois, c'est un outil politique et social puissant, et qu'en gros, je rencontre enfin des gens qui ont tout compris, un département qui a compris, et qui donne enfin au sport ses vraies lettres de noblesse. Et donc, de fil en aiguille, à force de revenir pour le Moselle Open, on décide de bosser ensemble. Et donc, je deviens moi ambassadeur de la Moselle. Alors, mais c'était avant qu'on ait les Jeux. Et ça s'est accéléré quand la Moselle, évidemment, a été un des premiers départements à devenir terre de jeu, labellisé terre de jeu, et être à ce jour le département le plus engagé, le plus mobilisé sur justement comment embarquer tout le département et tous les Mosellans pour justement utiliser le sport comme un outil de santé, un enjeu de santé publique, comme un créateur de liens sociaux, comme un super outil pour vivre ensemble, comme un réducteur d'inégalités. Et donc moi, je me suis retrouvé là-dessus. Alors oui, non, je ne suis pas mosellan, je connaissais un petit peu de nom et de réputation, mais voilà, et donc c'est assez génial. Et donc je viens plusieurs fois par an autour d'événements. Et l'idée, c'est que ça continue après. C'est aussi le département qui a tout compris. Ce n'est pas jusqu'au 8 septembre que ça va nous intéresser. Ouais. C'est après, c'est l'héritage, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces jeux-là. Et vous avez un président de département particulièrement engagé qui a compris, et une équipe des sports de ouf, quoi, avec lesquels moi je m'éclate, parce qu'ils ont plein de projets super ambitieux. Et donc à chaque fois je reviens m'éclater. Et là à nouveau on a des événements dingues et qui inspirent pas mal d'autres collectivités, je le sais. Et tant mieux quand on est moteur, tant mieux. On n'est pas dans un domaine concurrentiel là. Ouais. Tant mieux si demain les régions, les départements, les communes s'emparent de ce que d'autres ont fait pour s'en inspirer, en tout cas, tant mieux. Tu es très inspirant, enfin tu donnes beaucoup d'inspiration, très honnêtement. Et moi je veux poser une question. J'ai des enfants, on a tous les deux des enfants, et souvent en tant que parent, en tant que père, on se dit je voudrais laisser quelque chose à mes enfants. Et toi, quel est le regard que tu as justement vis-à-vis, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de toi, tes enfants, dans 50 ans? Que j'étais un mec bien. C'est ça que. Alors, c'est pas les conseils que je leur donne. Je leur dis pas attention, papa est un mec bien. Ouais. Je voudrais qu'ils se souviennent que j'étais un mec bien, un mec engagé. Un mec engagé qui, humblement, à son petit niveau, a décidé d'essayer de rendre la vie des autres plus agréable, plus juste. Et voilà, après, moi, ce que je transmets à mes enfants, c'est l'équilibre entre t'as qu'une vie, profites-en, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Et par contre, si tu veux en profiter, fais-en profiter les autres. Il n'y a rien de plus épanouissant qu'être utile à l'autre. Et moi, je m'en suis rendu compte après mon accident. Avant ça, je vivais la vie très individualiste d'un jeune homme qui s'éclate, mais j'apportais pas grand-chose à l'humanité. Et sans forcément avoir des ambitions folles, juste ne serait-ce que d'abord dans son foyer, d'être utile aux autres, ce qu'on fait avec nos enfants, avec nos parents, avec vos voisins, dans l'associatif, même dans l'entreprise, avec vos collègues. Moi, mon gamin, la raison pour laquelle il est vachement apprécié, c'est pas parce qu'uniquement il est drôle, parce que moi il me fait marrer, il est plutôt drôle, c'est que c'est un gamin qui est attentionné. C'est un gamin qui dit bonjour, c'est un gamin qui sourit, c'est un gamin qui pose la question. Quand je rentre, il a 8 ans, mon aîné. Quand je rentre, c'est lui qui est à la table, moi je lui demande alors ta journée, il fait papa, ça va, comment c'était ta journée, t'as fait quoi aujourd'hui, t'as rencontré qui? Cette curiosité que moi j'ai, de lui transmettre ça. Et voilà, et ça fera de lui un mec bien. Moi j'ai envie de voir que mon gamin c'est un mec bien et que mes gamins sont des mecs bien. Donc voilà, mais voilà, être utile aux autres et profiter de chaque instant de ce que la vie a à nous offrir.
Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup de cet échange qui était un petit peu long, mais qui en valait la peine. Et je te souhaite vraiment de profiter de la Moselle comme il se doit. Merci beaucoup. Salut.